on va retrouver notre Guillaume, qui est alors... je te sens Attends. tout feu, tout flamme ce matin. Tout feu, tout flamme, avec une accessoiriste de grand talent. Tu sais, comme les magiciens. Regardez, les amis. On dirait une majorette. Oh là là. Non, pas du tout. C'est lourd, figure-toi. Cet outil, c'est un outil qui sert aux pisteurs. Ce sont nos amis de la station qui nous l'ont apporté tout à l'heure. C'est un tube sonde. Ça permet au moins toutes les semaines de tester la résistance de la neige. Et c'est un des outils dont les pisteurs se servent. Nous sommes allés suivre les pisteurs à Megève. La sécurité sur les pistes, c'est essentiel et c'est à eux qu'on le doit. Aujourd'hui, à Megève, c'est jour de tempête. Le manteau neigeux est très instable, alors depuis ce matin 6 heures, plus d'une centaine d'avalanches ont été déclenchées. Il est 8 heures du matin, Alain et Christian tirent les dernières charges d'explosifs de la journée. Bien plus qu'un métier, c'est une véritable vocation. Je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit, parce que j'avais mon père et mon oncle qui tenaient un petit téléski, et donc je faisais un peu les secours avec eux, je venais les aider au téléski, et en fait c'est devenu une passion pour moi. Une fois les pistes sécurisées, place au relevé quotidien. Taux d'humidité, température extérieure et densité de la neige, autant d'éléments qui vont conditionner l'ouverture des pistes. Donc là je mets la sonde dans la neige. Donc ça c'est un tube sonde qui fait 1 mètre et qui pèse 1 kg. Ça nous permet de connaître la résistance du manteau neigeux. Donc on le pose à la surface de la neige et en lâchant, on voit jusqu'à quelle profondeur il s'enfonce. Et là on voit qu'il s'est enfoncé à 70 cm. 70 cm de neige qui partent en avalanche, on est déjà, je pense que demain on va être en risque 4, c'est-à-dire un risque fort. Un risque fort qui demande une vigilance accrue et donc un contrôle minutieux de la composition du manteau neigeux qui glisse ou qui accroche. La moindre gouttelette d'eau qui est en surfusion, qui est en suspension dans l'air, elle vient se coller sur le cristal de neige et ça finit par les arrondir et ils deviennent tout ronds. Ça fait comme des toutes petites billes de Mille-Moselle. Le pisteur secouriste, c'est en quelque sorte le pompier des neiges. Prévention, entretien du domaine skiable, mais ce qui fait sa réputation, c'est l'évacuation des personnes blessées sur les pistes. Donc c'est un poignet, j'ai besoin d'une barquette et d'une attelle. La barquette, dans le jargon, c'est l'évacuation en civière, une alternative à l'hélicoptère par mauvais temps. Un véritable métier passion qui assure la sécurité des skieurs sur les 130 km de piste de la station. Alors, on a au moins appris quelque chose dans ce sujet. On a appris plusieurs choses. Mais en réalité, moi, je pensais que ça s'appelait une civière. Pas du tout. Ça s'appelle une barquette. Donc, on a appris un nouveau slogan. La barquette, c'est pas chouette. Parce qu'en l'occurrence, quand vous descendez en civière, est-ce qu'il y en a déjà autour de la table qui ont été rapatriés comme... Ah, Ah, bah Gilles, voilà. Oui, Gilles. bah, c'est normal. Mais il a pris des risques, c'était il y a longtemps? J'étais tout gamin, ouais. C'était Ouais. en Suisse, c'était à Lézin, je m'étais cassé la jambe. Et une autre fois, j'avais été rapatrié, mais avec un motoneige, je m'étais pété l'épaule. Voilà. Alors, Voilà. les pisteurs secouristes, c'est essentiel. Nous, on a été ici, à Samoin, faire quelques images pour voir comment ça fonctionnait le matin. Regardez, ils affichent le bulletin météo, ça démarre comme ça. Il y a 25 pisteurs ici, hein, dont 5 filles sur la station. Ils replacent le bornage parce qu'il faut bien savoir où sont les pistes pour qu'on ne fasse pas de bêtises, qu'on n'aille pas à l'extérieur, hein. Ils ouvrent ces pistes qui ont été fermées et leur mission, c'est baliser, c'est contrôler, c'est sécuriser. Et c'est secourir, évidemment, on parlait de pompiers des neiges, c'est vraiment la mission. Ils sont essentiels dans une station. Il y a les gens qui s'occupent de tout ce qui est technique. Eux, ils sont essentiels sur les pistes. Gilles, vous connaissez bien ça, forcément? Il y a un troisième point qui est important, c'est Oui. la prévention et l'information. Ils sont là aussi pour ça. C'est-à-dire pour donner des informations aux utilisateurs de la neige. Voilà. Il y a à peu près 2500 pisteurs en France. Hein. Et puis il y a plusieurs catégories. Il y a les artificiers qui déclenchent les avalanches. Il y a les nivologues qui mesurent la neige. Et puis aussi les maîtres chiens qui vont porter secours aux gens qui se sont fait prendre dans des avalanches. Donc il y a des paires très intéressantes entre le chien et l'homme. Alors, il y a un endroit qui est essentiel dans la montagne, c'est la maison des guides de Chamonix, que, évidemment, vous connaissez bien puisque On dit vous pas êtes... le bureau des guides? C'est le plutôt bureau des guides. Alors, voilà, bureau des guides, il y a toute Merci une... Gilles, voilà. merci. Hein. En tout cas, Bravo de l'avoir voilà, récupéré, bien sûr. on le voit là à l'image. C'est la première compagnie de guides au monde. Hein. Elle a été fondée en 1821.
Oui, elle fonctionne toujours sur les mêmes types de fonctionnement. Et votre frère a été président 13 ans. 13 ans. J'ai un frère jumeau qui a été président de cette institution. Voilà. C'est la plus grande compagnie de guides au monde. C'est la plus grande. Hein, C'est la plus combien ancienne. à peu près la plus grande. 240. Il y a quelque chose comme ça 250 guides et accompagnateurs qui travaillent dans la compagnie. Et alors, si on veut les rencontrer, qu'on n'est pas là en saison, l'été, il y a une grande messe juste à côté dans l'église qui se tient le 15 août où il y a tous les guides. Ça continue cette tradition? Oui, la messe c'est assez accessoire. Ouais. Ouais. Ah non, mais je sais bien que c'est pas la Non, fonction ce qui est principale. important, c'est la fête des guides. Ouais. Donc, la fête des guides, ce sont tous les guides qui, ce jour-là, ne travaillent pas. C'est une journée qu'ils doivent à la compagnie, ils ne travaillent pas. Et c'est donc une présentation de leur métier au public. Et il y a une très belle démonstration aujourd'hui en son et lumière qui donne vraiment le goût de ce métier-là. Et les gens vont à la rencontre des clients. Gilles, vous qui avez été rédacteur en chef adjoint de l'équipe, vous êtes sensible au sport. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a eu le même passage de l'amateur au professionnalisme chez les guides? Est-ce que ça reste un métier d'appoint pour certains agriculteurs, éleveurs ou artisans, ou est-ce que c'est maintenant professionnel? Alors, l'alpinisme n'est pas un sport, hein. C'est une pratique et c'est évidemment, pour ces gens-là, c'est un métier, avec tout ce que ça comporte. Ils ont choisi ce métier-là. Alors, comme le métier ne peut pas forcément faire vivre les gens toute l'année, ils ont d'autres activités. Donc ils peuvent être artisans, ils peuvent avoir d'autres métiers sportifs comme moniteur de ski, etc. Bien sûr. Mais maintenant, avec le développement de la pratique, la variété de la pratique, parce qu'on peut faire de la randonnée, du canyoning, des voyages à l'étranger, etc., il y a des guides qui travaillent toute l'année de ce métier-là. Regardons vos images, Gilles, hein, puisque vous réalisez évidemment des films, toujours avec comme cœur de sujet la montagne que vous aimez. Oui, c'est un film qu'on a fait sur la compagnie des guides de Chamonix. Et on a interviewé une quarantaine de guides qui nous parlent de leur métier. Et ont effectivement des images assez somptueuses, assez sublimes de ce milieu-là. Et on avait recréé un peu la première ascension du Mont Blanc par Paccard et Balma. Alors, ce qui est extraordinaire hein, avec le Mont Blanc, c'est le sentiment qu'on a eu quand Midi en France était à Chamonix. Ce n'est pas qu'un sommet, c'est ce massif avec une telle diversité de montagnes en fait dans un si petit espace. L'important, c'est justement le massif. Le Mont Blanc, c'est évidemment le point d'attraction pour tous les gens qui veulent un jour mettre une croix sur une pratique. Il y a des gens qui ne font de la montagne pour faire le Mont Blanc, uniquement le Mont Blanc. Mais évidemment, le travail des guides de Chamonix et de la compagnie et des guides du monde entier, quand ils viennent à Chamonix, c'est de leur faire découvrir l'immensité de ce domaine et la variété des pratiques. Moi, je voudrais quand même insister sur la beauté des images qu'on voit dans tes films. Parce que, bon, tu le sais, j'ai un peu le vertige. Évidemment, on n'ira pas faire ces images-là. N'oubliez pas quand même que le type qui filme, toi en l'occurrence, ou d'autres caméramans, là, c'est ils y sont. Images de Bertrand Delapierre, voilà, qui est un Top Gun en matière d'images de montagne et qui est un vrai chamois en montagne. C'est-à-dire que non seulement ils filment, mais en plus ils y vont aussi. Et oui. Ah bah il faut y aller. Oui. C'est pas au téléobjectif à 3 km. Non, on est là. Gilles, vous parliez de chasseur de chamois. Eh bien, c'est justement un chasseur de chamois. On voit sa statue aujourd'hui à Chamonix. C'est Jacques Balma, dont vous nous parliez tout à l'heure, qui a le premier réalisé cette ascension. Voilà cette statue qui est le premier vainqueur du Mont Blanc. Dans cette statue, on le voit en train de montrer le sommet qu'il a atteint en binôme avec le médecin alpiniste, le docteur Paccard, en 1786. Et à qui montre-t-il ce sommet? Eh bien, à Monsieur de Saussure, le scientifique, géologue et botaniste suisse, qui avait promis une récompense, en fait, au premier qui atteindrait le sommet. Voilà, en 1760, il avait promis une récompense pour celui qui allait le premier au sommet. Et la récompense, la prime, a été affichée sur l'église. C'est-à-dire que un peu comme les recherches dans le Far West. Et finalement, c'est Balma qui le premier l'a fait, avec un garçon qui s'appelle Paccard, qui était un toubib. Et lui, maintenant, il a sa statue. Mais derrière, il a une statue qui a été faite en 1986, à l'occasion du bicentenaire du Mont Blanc. Et il est là derrière, il est assis et il regarde, évidemment, la cordée qui lui a piqué la vedette. C'est magnifique. Merci Gilles Chapaz.